Bonjour. Encore une fois, aujourd'hui, je fais un petit podcast pour vous raconter mes dernières journées, ma dernière semaine, un petit peu mes opinions face à ce qui s'est annoncé depuis environ une semaine, soit depuis mon dernier podcast. Donc, tout de suite après ceci, je vous reviens. Vendre votre propriété, c'est facile. Mais la vendre au meilleur prix, c'est l'affaire de Mario Labrec et son équipe. Négociez dans les meilleures conditions et ne payez rien sans résultat. Pour votre vente résidentielle ou commerciale, pensez Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com. Alors, je suis de retour. C'est Mario Labrec, courtier immobilier chez Remax Accès. Mais c'est un podcast qui est personnel, tout simplement. Je ne parle pas en tant que courtier immobilier ou en tant que Remax ou peu importe. C'est vraiment mon opinion personnelle à moi que je fais dans ces podcasts-là. Et je veux pas que ce soit associé à rien d'autre que mon opinion personnelle, tout simplement. C'est pour ça que je vous en parle directement d'entrée de jeu. Et je voudrais aussi vous dire que c'est mon opinion aujourd'hui. Donc, c'est une opinion qui peut changer n'importe quand, qui peut changer au fur et à mesure que le temps avance. J'écoute quelque chose de nouveau, je change mon opinion face à ce que je viens d'entendre et vice-versa, là, ça peut jouer là-dedans. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler. Ben, c'est sûr que le marché immobilier, pour moi, c'est assez simple d'en parler. Les taux d'intérêt qui montent, qu'est-ce que ça fait dans le marché immobilier présentement? C'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle d'entendre parler des taux d'intérêt qui montent, mais en même temps, on est assez privilégié d'avoir un taux d'intérêt très bas comme on l'a depuis des années. Parce que je me souviens, moi, quand j'ai construit ma première maison, c'était en 93. Et en 93, je me souviens d'avoir emprunté à 8,75, 8,75 %. Et c'était le taux normal. C'était pas un taux trop cher ou rien de ça. C'est suite à ça qu'il y a eu juste des descentes et des descentes de taux. Et on s'est ramassé à 2 exemple, dans les dernières années. C'est ça qui n'est pas normal. C'est le 2 qui n'est pas normal, en fait. Fait que c'est sûr qu'on va avoir une correction de taux à ce niveau-là. Je pense pas qu'on va monter encore à 8,75 comme j'étais en 93, comme je viens de parler. Mais il reste que je pense qu'on a besoin d'une remontée pour stabiliser l'inflation et l'économie et le marché immobilier également, parce que le marché est énormément aux vendeurs présentement. Et ça fait en sorte que les prix, euh, pas que les prix à Québec sont trop élevés selon moi. Je dois vous dire que je pense que les prix ont eu une correction plus qu'une bulle dans la région de Québec. Il faut faire attention. Si on s'en va à Montréal, c'est déjà différent. Si on s'en va à Toronto, c'est très différent. Et si on s'en va à Vancouver, c'est encore pire. Donc, je pense qu'eux autres ont des certaines bulles qui devraient corriger ou qui auraient dû être corrigées lors d'une autre crise qu'il y a eu. Je pense que c'était en 2008, si je me souviens bien. Ça aurait dû être corrigé, mais ça ne l'a pas été. On vit avec ce on a ça comme ça. Je pense quand même qu'on est chanceux, on est privilégié dans la région de Québec d'avoir un marché très stable, d'un marché qui est quand même encore aux vendeurs, il faut le dire. On met une propriété en vente, puis je dois vous dire que ça se met, ça se met à visiter assez rapidement et ça fait des offres d'achat assez rapidement au-dessus du prix demandé. Puis c'est vraiment spécial le marché qu'on vit présentement. Mais aussi, il y a des choses qui sont différentes dans le marché. C'est pas juste une question de prix. Il y a une question d'inspection maintenant. On a eu des formations spéciales là-dessus, là, au niveau de l'OACQ, pour prévenir les gens, pour avertir les gens que c'était vraiment important de faire inspecter tout ça. Je pense que oui, ça l'est important. Mais il y a des gens qui, pour faire passer leur offre plus facilement, pour obtenir la propriété, vont faire sauter des conditions. Exemple, l'inspection. Euh, Ils vont se déclarer satisfaits de la maison sans avoir inspecté et sans même avoir été 2 fois la visiter seulement. Fait que des fois, la visite a eu lieu, ça a duré 15-20 minutes, puis ils font une offre d'achat qui est au-dessus du prix demandé. Ils veulent passer en avant de tout le monde, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas perdre la chance d'acheter une maison présentement. Donc, c'est spécial comme marché, comme je l'ai dit, là. C'est quelque chose d'inattendu. Je pense pas qu'on pensait arriver là, il y a quelques années, surtout quand la pandémie a commencé. Je pense qu'on a eu
on a eu peut-être un certain, comment je dirais bien ça, une certaine chance d'un côté, mais en même temps, euh, le problème qu'on a présentement avec la pandémie, depuis la pandémie, c'est qu'on n'a pas de maison en vente. Donc, c'est ce qui crée la surenchère présentement, c'est qu'il y a, selon moi, les personnes âgées n'ont pas mis leur maison en vente parce qu'ils ont peur d'aller en CHSLD ou en résidence privée pour personnes âgées. Donc, ça fait en sorte que les maisons sont rares, donc les prix augmentent. C'est l'offre et la demande dans tous les domaines. Pourquoi il y a des choses qui augmentent sur le marché? Ben, on va prendre l'essence en exemple, c'est la même chose. Il y a une guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine fait en sorte qu'il y a une incertitude au niveau du pétrole qui vient de la Russie versus celui qui vient d'ailleurs et ça crée une incertitude au niveau du prix, de l'offre. Donc la demande, elle, est toujours là, mais là, l'offre, est-ce qu'elle va continuer? Ben, ça fait monter les prix. C'est pareil dans l'immobilier, ce qu'on vit présentement. Selon moi, comme je dis, les personnes âgées ne vendent pas leur propriété. Ça l'a fait en sorte que la roue a arrêté de tourner à ce niveau-là. Et là, on a juste les gens qui changent de maison ou les séparations qui se mettent en vente. Fait que ça élimine un énorme marché. Et c'est ce qui fait que ça monte au niveau des prix. Les disponibilités ne sont pas là non plus. Il y a des gens qui arrêtent les recherches parce qu'ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas de propriété, tout simplement. Ils sont découragés. Ils arrêtent. Ils ne veulent pas aller en surenchère non plus à 100 000 au-dessus du prix demandé. Ils trouvent ça pas raisonnable. Puis je pense il y a une certaine raison à ça. Je pense que c'est valide là, de ne pas être sur ce marché-là, là, de ne pas augmenter à ce niveau-là, à ce point-là. Donc, pour la question de l'immobilier, je vous dirais que ça tourne pas mal à ça. Il y a des choses qui sont spéciales aussi qu'on vit dans l'immobilier. J'ai une transaction présentement. On cherche un notaire pour faire une transaction sur un terrain que je suis en train de vendre. Et on ne trouve pas de notaire qui voudrait faire la transaction rapidement. Et rapidement, je vous parle, il y en a qui m'ont répondu que ça allait au 15 juillet avant d'avoir des rendez-vous. J'en ai un qui m'a parlé du 6 mai présentement pour avoir un rendez-vous. J'attends le retour d'une réponse d'un bureau d'avocat parce que les avocats peuvent faire également les contrats de vente pour les enregistrer également. C'est quelque chose qui est permis quand il n'y a pas d'hypothèque parce que aussitôt que c'est une hypothèque qui est en jeu, le notaire doit être là absolument. Sinon, s'il n'y a pas d'hypothèque, on peut faire même nous-mêmes le contrat si on voulait. N'importe qui peut faire le contrat de vente puis aller le porter, je pense, pour le faire enregistrer. Ça va être plus long, c'est sûr, mais il y a possibilité de le faire. Donc, on cherche des notaires, on n'en trouve pas jusqu'à maintenant qui sont rapides. Le plus rapide est à peu près presque dans un mois et les autres, c'est dans quelques mois à date que j'ai comme retour. Ça aussi, c'est spécial. Il faut croire qu'il y a une pénurie. Il y a une pénurie. Je ne sais pas si c'est de notaire directement. Je pense que c'est plus au niveau bureaucratie, au niveau adjointe juridique, là, les secrétaires juridiques. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais des gens qui étaient alentour de moi qui étaient dans le notariat. Puis la dame, on se parle pour justement des personnes pour engager des employés. Puis la notaire qui me parlait me dit écoute, elle dit la mère des techniciennes est morte, la technicienne juridique. La mère est morte, ils en trouvent pas. Ils ont beaucoup, beaucoup de difficultés à avoir des techniciennes juridiques pour monter les dossiers, faire la paperasse par en arrière. Donc, c'est probablement ce qui cause des problèmes au niveau des contrats, puis au niveau des rendez-vous. On n'est pas capable d'avoir de rendez-vous. Par contre, moi, je mets une bémol là-dessus. Je trouve dommage que les gens, que les notaires ne travaillent pas justement j'allais dire en Zoom, mais c'est pas en Zoom, mais en signature électronique par visioconférence ou peu importe, qu'est-ce qui est permis de leur côté. Peut-être que ça améliorerait le temps justement consacré à recevoir les clients, les signatures, tout ça. Depuis que les signatures électroniques sont permises, la pandémie a eu des bons côtés, on pourra dire ça au final. Ça l'a devancé, je pense, la mise en place de ce système-là. Mais si les notaires pouvaient se servir de ces systèmes-là un peu plus, je pense qu'ils se libéraient énormément d'ouvrages et pourraient se permettre justement de prendre plus de transactions à la fois. C'est mon opinion, comme j'ai dit.
Je suis ici simplement pour donner mon opinion et m'amuser à faire des podcasts comme ça. J'aime ça, puis je le fais pour le plaisir. C'est ce qui parle pas mal de la question de l'immobilier. Je vous dirais que c'est... Il y a peut-être un autre segment qu'on pourrait parler dans l'immobilier. J'ai eu un dossier la semaine dernière qui est tombé à cause de la pandémie. On va dire ça comme ça. À cause de la gestion de la pandémie, je pense, par le gouvernement. Des gens qui sont dans le milieu artistique, des gens qui sont dans l'événementiel, qui ont une belle carrière, qui ont je pense, des bons CV, des bons antécédents. Ces gens-là sont intéressés par une bâtisse que j'ai à vendre et font une offre d'achat et disent, écoute, depuis 2 ans, on est à peu près à rien faire. Ils sont vraiment, mais vraiment blasés de ça. Ils sont vraiment pas contents des décisions du gouvernement non plus. Et ces gens-là font des activités présentement aux États-Unis et pensent revenir au Québec, justement, parce que la pandémie va lâcher à un moment donné, puis le gouvernement va relâcher les derniers sacrifices que les gens font et repartir la machine. Fait que ces gens-là ont vendu leur maison, allaient mettre l'argent sur une propriété, on pourrait dire commerciale, pour s'avancer dans leur domaine. Et la caisse ou la banque, l'institution prêteuse, refuse le prêt hypothécaire, refuse de leur avancer l'argent, même s'ils ont des contrats déjà d'avance pour la reprise. Ils sont déjà dans le domaine, déjà, ils ont un antécédent, etc., etc. Et la raison que moi j'ai eue, c'est qu'ils ont à peu près rien sur leur rapport d'impôt, sur leur T4 l'année passée, puis l'autre année d'avant. Alors que quand on est travailleur autonome, en fait, on dépend beaucoup des banques à certains niveaux. Et les banques demandent les 3 dernières années au niveau du rapport d'impôt. Et quand on regarde, les 2 dernières années sont presque à zéro dans le cas de ces gens-là. Ça fait une moyenne un peu moins bonne qu'on peut dire au niveau financier. Et c'est pour cette raison que les prêteurs se reculent et ne veulent pas prêter pour ces gens-là et se sont retirés de leur offre d'achat, tout simplement. La transaction a tombé. Tout ça parce que la pandémie a fait en sorte que ce milieu-là des affaires a arrêté et ils n'ont pas eu vraiment de soutien financier tel quel parce que c'est les entrepreneurs, c'est pas les employés. Fait qu'ils n'ont pas eu grand-chose, en fait, de cadeaux, on pourrait dire ça comme ça, là. Mais ils n'ont pas eu des gros cadeaux pour eux. Puis ça fait en sorte que, présentement, ils sont pas capables d'emprunter, ils sont pas capables de faire leurs choses, qu'ils voudraient repartir, même s'ils ont des contrats. Comme je vous dis, c'est bloqué et ça avance pas de ce côté-là. Fait qu'ils se sont retirés de l'offre d'achat. Les élections provinciales qui s'en viennent dans peut-être 6 mois, je pense, à peu près. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer, comment les gens vont réagir justement à certaines révélations au niveau du gouvernement qui est en place présentement. Le gouvernement Legault donne des contrats sans appel d'offres. A présenté un projet de loi, c'est la semaine dernière, je me souviens bien, pour enlever l'urgence sanitaire qu'ils appellent, mais un projet de loi pour enlever l'urgence sanitaire, mais en gardant les pouvoirs de l'urgence sanitaire. Donc, ils veulent juste changer le nom de ce phénomène-là pour pouvoir continuer d'opérer sans avoir de compte à rendre. C'est-à-dire qu'ils peuvent engager, payer, faire à peu près n'importe quoi sans poser de questions de gré à gré. Donc, s'ils décident de faire un contrat avec un ami, exemple, pour quelques millions, ils peuvent le faire sans poser de questions à personne et sans se faire poser de questions. Ils accordent le contrat. Ça finit là, il n'y a pas de débat là-dessus. La Chambre n'est pas mise au courant seulement de ces contrats-là. C'est ce qui fait en sorte probablement que le gouvernement Legault ne veut pas lever l'urgence sanitaire pour la simple et bonne raison qu'ils auraient des comptes à rendre justement sur les contrats qu'ils ont donnés pendant la pandémie. Aussitôt que l'urgence sanitaire va se lever, je pense qu'ils ont 3 mois pour donner les réponses, les détails de tous les contrats, pourquoi, comment, à qui. Et ça, probablement que ça ferait mal avant les élections. Donc, ils veulent étirer le temps
pour dépasser les élections. S'ils se font réélire, ben, ils vont pouvoir donner les informations, puis sont en place, ils ne pourront pas se faire tasser. Et ils vont avoir le pouvoir dans les mains, fait que ça ne changera pas grand-chose à ce niveau-là. Fait qu'il y a Éric Duhaime qui semble avoir une bonne percée, probablement parce que souvent les gens sont tannés, ça commence là, à sortir tranquillement, justement, les fameux contrats. Euh, Peut-être que les gens sont tannés de voir qu'est-ce qui se passe, la gestion qu'il y a eu. Il y aurait probablement eu d'autres manières de le faire. C'est sûr qu'au début, personne ne connaissait la situation en tant que telle, mais je pense que depuis 2 ans et demi, on est capable de gérer ça autrement que c'est géré présentement. Je voyais hier, justement, aux États-Unis, il y a eu un jugement là, en cours et ils ont ordonné l'arrêt du port du masque dans les transports. Dans les transports, c'est les avions, les autobus, tout ça. Il y avait une loi qui disait que les gens étaient obligés de porter le masque dans les transports. Et il y a un juge qui a dit non, il n'y a aucune raison, vous ne me donnez pas de justification pour porter le masque, pour obliger les gens à porter le masque dans les transports. Donc, un jugement est sorti, pas besoin de porter le masque, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez le porter, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire de le porter. Donc, les gens qui ne veulent pas le porter ne le portent pas tout simplement et ce n'est pas illégal maintenant aux États-Unis. Est-ce que ça va se passer au Canada aussi? Je ne sais pas. Il y a même question qu'ils veulent prolonger le port du masque parce qu'il faut se rappeler qu'on devait enlever l'obligation à partir du 15 avril dernier. Ça fait déjà quelques jours. On n'en a pratiquement pas entendu parler. Ça a été tiré au premier, je pense au 30 avril, je pense. Là, normalement, on devrait être en mesure de retirer le masque. Est-ce que ça sera le cas? Beaucoup de médias font de la propagande en disant, écoute, il faut garder le masque, alors que de ce qu'on voit, il n'y a pas de raison d'obliger les gens à porter le masque. Ceux qui veulent le porter pourront le porter. Ça n'a jamais été empêché. Il n'y a pas de loi qui dit que vous n'avez pas le droit de porter le masque. Mais ceux qui ne veulent pas le porter pourraient ne pas le porter tout simplement. On le voit, comme je vous dis, aux États-Unis, c'est sorti hier le jugement et ça fait en sorte que c'est plus obligatoire de porter le masque dans les transports. Ça l'était déjà plus ailleurs, je vous dirais, à part les transports. Là. Mais il y a juste ici, je pense, je me demande si c'est pas au monde là, que l'obligation du masque est là, à porter dans les endroits publics. Personnellement, je suis un peu tanné du masque. J'ai beaucoup de difficultés et je lève mon chapeau à ceux qui le portent à la journée pour travailler. Je vois des places, là, je vais faire de l'épicerie ou quelque chose du genre à des endroits, puis ils portent le masque à la journée. Ouais, je lui ai dit, félicitations, vous êtes très bon de faire ça parce que moi, je serais pas capable de le porter à la journée longue. Et c'est ça. Le gouvernement devrait, je pense, abandonner ce côté-là aussi. Là, ils ont peur beaucoup de Pâques qui s'est passé, les réunions familiales et tout ça. Ça va faire comme les autres années, selon moi. Il va y avoir encore de la grippe qui va augmenter à cause des contacts, justement, mais pas nécessairement à cause de la pandémie qu'on a présentement. Ça, c'est mon opinion à moi. La guerre en Ukraine qui est encore là, ça fait 50 quelques jours, là, 53, 54 jours, je pense, la guerre en Ukraine. Il est question que l'armée russe soit en grande offensive là, pour une région. Il paraît qu'il y aurait du pétrole dans le sol de cette région-là, énormément. Il y aurait beaucoup, beaucoup de réserves de pétrole. Puis la raison principale de ce que j'ai entendu, c'est qu'ils veulent récupérer le territoire pour être capable d'aller chercher, de sortir le pétrole de la terre, tout simplement. C'est pour ça qu'il paraît qu'ils, tout simplement, ils bombardent cette ville-là pour la démolir au complet. Puis après ça, exemple, passer le boule, puis récupérer les terres pour, après ça, sortir le pétrole de la terre pour aller chercher ce qu'ils ont à aller chercher. Ça serait une des grosses raisons pourquoi ils sont dans cette région-là de l'Ukraine. C'est pour récupérer le pétrole qui serait dans la terre. Je ne sais pas comment ça va finir ça non plus. On ne sait pas vraiment. L'Union européenne a reçu la demande, je pense, de l'Ukraine officiellement pour entrer dans l'Union. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. La Russie est contre ça. Probablement parce qu'ils voient que s'il y a une union avec les gens de l'Union européenne, justement,
ben ça va faire en sorte qu'ils vont peut-être avoir plus de difficultés, premièrement, à aller chercher le territoire et aussi à sortir le pétrole comme ils veulent le sortir, j'ai l'impression. C'est encore une fois mon opinion. J'ai parlé des masques, j'ai parlé de pas mal de choses, en fait. On voit les prix monter dans à peu près tous les domaines, dans tout ce qu'on achète, le prix a monté. Hier, on est allé faire l'épicerie. Les gens qui me connaissent savent que j'ai 5 enfants, donc on est 7 à la maison et quand on fait l'épicerie, ben ça paraît. On vérifie un peu plus les prix, on fait plus attention, mais il y a vraiment des choses qui sont hors de portée, on va dire comme ça, là. Les prix deviennent irréalistes. Tu dis, voyons donc, ça se peut pas. J'ai vu 2 steaks chez Costco hier, 2 steaks dans un emballage à 75 $. Pas des quartiers de bœuf ou des morceaux de filet mignon, rien de ça, là. C'était des steaks, je me souviens pas c'était quoi le nom de ça, puis la partie de bœuf, là. Mais il reste que c'était 2 steaks pour 2 personnes, autrement dit, pour 75$ le petit paquet de 2 steaks. Je me souviens pas d'avoir vu ça quand avant, il y a quelques années. J'ai pas vu ça, mais là, on en voit. Fait que je sais pas s'ils en vendent beaucoup, mais il y a plein de choses qui sont comme ça présentement, que le prix a sauté, que le prix a explosé. Plusieurs familles vont sûrement changer beaucoup de routines, beaucoup de repas. Les lunchs, ça doit se refléter un peu partout. Je ne sais pas si les éducatrices en service de garde à l'école voient ça. Qu'est-ce qui se passe au niveau des lunchs? Est-ce que ça a changé ou si ça reste pareil? Ça serait intéressant de poser la question à quelques éducatrices pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'elles en pensent de ce changement-là. Il doit sûrement avoir une différence dans les boîtes à lunch des enfants. On a parlé de bien des choses encore. Je voulais parler, c'est vrai, le zonage agricole. Le zonage agricole, ça revient un peu dans l'immobilier, là, mais beaucoup de problématiques au niveau du zonage agricole. Les gens sont bornés à la CPTAQ, c'est la Commission de protection du territoire agricole du Québec, qui gère les terres agricoles. C'est-à-dire que toutes les terres agricoles font partie d'une loi, sont sous la loi de la CPTAQ. Et pour avoir le droit de construire, pour avoir le droit d'opérer, pour avoir le droit de faire quelque chose sur la terre, ben, si ce n'est pas une priorité agricole, on n'a pas le droit. Par priorité agricole, moi, je vous dirais que je vous donne toujours l'exemple quand je parle de ça à des gens, c'est que vous gardez des chevaux, parce que beaucoup de monde vont dire « Ah ben moi, j'ai 30 chevaux en pension, j'ai une grosse écurie, ça me prend des paddocks, etc. » Bon, et le gouvernement ne veut pas m'autoriser ça parce que c'est pas un élevage. Vraiment, avoir des chevaux et élever des chevaux, c'est pas pareil. On n'est pas capable, exemple, de construire une maison sur une propriété qui est zonée agricole si on n'a pas une vocation agricole telle que l'élevage de chevaux. Pas de garder des chevaux, mais l'élevage de chevaux. Et ça, c'est pas juste de dire qu'on va faire l'élevage, il faut prouver, il faut être en mesure de prouver que vous allez vivre de cet élevage-là. Donc, ça va être le revenu principal de la personne ou de la famille qui va faire le projet directement sur une terre agricole. Je vous dis ça parce que j'ai présentement, ou j'en ai eu, ou je vais en avoir, des terres agricoles, des commerces, toutes sortes de choses qui sont en zone agricole avec un droit acquis, exemple. Même là, à l'heure qu'il est, j'ai une cabane à sucre. J'ai une cabane à sucre qui a vraiment un très beau terrain qui serait vraiment intéressant pour des promoteurs, qui serait vraiment intéressant aussi pour des particuliers. Beaucoup de particuliers qui m'appellent, qui sont intéressés d'acheter cette propriété-là pour construire une maison, une écurie, faire plein de choses sur la terre en question. Mais c'est pas permis, tout simplement, parce que ces gens-là, ça ne sera pas leur revenu principal. En n'étant pas leur revenu principal, ça devient pas possible. J'ai des terrains que j'ai vendus il y a quelques années.
Je me souviens d'un terrain de 10 000 pieds carrés sur le boulevard Amel, à l'ancienne Lorette. Et 10 000 pieds carrés dans le coin, c'est pas l'ancienne Lorette, c'est plus maintenant Saint-Augustin, là, sur le boulevard Amel, dans le coin de Chemin du Lac. Si les gens connaissent de ce coin-là. J'ai un 10 000 pieds carrés que j'ai vendu il y a quelques années, qui était zoné agricole. Et le zonage agricole, la CPTAQ, j'ai appelé, j'ai essayé de débattre un peu ce point-là, parce que je me disais, 10 000 pieds carrés, zone agricole, on ne peut pas faire grand-chose, là. Qu'est-ce que vous pouvez élever sur un terrain de 10 000 pieds carrés pour vivre de ça? Et je me suis amusé à dire, des fourmis, élever des fourmis, c'est à peu près la seule affaire qu'on pourrait faire sur un terrain de 10 000 pieds carrés. Et les gens étaient fermés complètement au territoire agricole, à CPTAQ, là, pour avoir une permission ou peu importe, là, soit commercial, pourtant on est sur le boulevard Amel, soit résidentiel, pourtant il y a d'autres maisons alentour. Ils n'ont jamais voulu avancer sur ce terrain-là pour essayer de faire un changement ou une permission, une autorisation de construction, une autorisation de changement d'utilisation. Je n'ai pas été capable de rien faire avec ce terrain-là. On l'a vendu finalement à quelqu'un qui va s'en servir probablement pour faire un kiosque de vente, exemple de fruits et légumes ou peu importe. Là. 10 000 pieds carrés, il ne peut rien faire d'autre à peu près que ça. C'est vraiment spécial, ça aussi, au niveau du territoire agricole. Oui, on peut protéger les terres agricoles, ça, j'ai rien contre ça d'ailleurs. Là. C'est pas le principe de mon intervention, de ce que je vous parle là. Le principe, c'est simplement, il y a des endroits où ça serait facile de changer puis d'être en harmonie avec les voisins aussi, parce que il y a des endroits où il y a plein de voisins, que c'est des maisons unifamiliales qui se sont construites dans le temps où c'était permis. Avant 1978, là, c'était permis. Il n'y avait pas de zonage agricole. Le zonage agricole est arrivé en 1978. Et pourquoi je le sais, mon père avait une terre et avait acheté en 78, justement, 77-78, avait acheté une partie de la terre du voisin pour construire un garage, pour mettre de l'équipement, pour mettre toutes sortes de choses dedans. Et oui, dans ce temps-là, c'était sur une poignée de main, ça c'est clair. Mon père avait acheté, les documents étaient partis chez le notaire, c'était juste la signature à faire chez le notaire, et avait fait construire justement le garage en question, un 30 par 40, avec une base de ciment et tout ça, là, c'était vraiment une grosse bâtisse. Et finalement, le zonage agricole est rentré en force en même temps, dans le même intervalle de temps que la signature se faisait chez le notaire. Et le notaire a appelé pour dire on peut plus, vous ne pouvez pas acheter le voisin. Le zonage agricole ne permet plus ça, ça vient d'entrer en vigueur, puis on n'est pas capable. Donc, mon père avait construit le garage sur le terrain du voisin. Il a fallu faire déménager le bâtiment sur notre terrain, sur le terrain de mon père, parce que le CPTAQ ne permettait pas. Et pourtant, c'était 2 terres agricoles, une à côté de l'autre, contiguës. On faisait juste agrandir la terre de mon père, puis le voisin rapetissait la sienne. Mais la vocation demeurait la même. Il n'y avait aucun changement au niveau des terres. Puis, il n'a jamais été capable de réussir à faire ça. Et 1 an ou 2 après, là, on avait déménagé. Mon père avait fait déménager la bâtisse en question, là, tout casser le ciment, faire déménager avec la machinerie, et refaire des fondations de ciment de notre côté, puis remettre la bâtisse là-dessus. C'était vraiment... C'était vraiment pas drôle dans le temps. On en rit aujourd'hui, mais je veux dire, c'était beaucoup, mais beaucoup d'argent dans le temps, là, en mettant en 80. Là. Ça a vraiment fait dur quand c'est arrivé. Puis c'était vraiment... Tout était entendu. C'est vraiment... Quand le zonage agricole est rentré en vigueur, ça s'est fait plein dans le temps, en même temps que les signatures devaient se faire chez le notaire. Et si les signatures se faisaient quelques semaines avant, je pense qu'il n'y avait pas de problème, mais vu qu'ils ont été retardés un peu, ils n'ont pas été retardés, ils n'étaient pas pressés. Le voisin n'était pas pressé, mon père n'était pas pressé, personne n'était pressé là-dedans de passer chez le notaire. Mais il aurait fallu qu'il passe plus rapidement. Ça aurait probablement été plus facile de faire qu'est-ce qu'il voulait faire comme aménagement sur son terrain. Jeff Fillion, qui a annoncé la semaine dernière qu'il quittait Choix
ça faisait quand même plusieurs années qu'il était revenu à Choix. Il a été à Choix longtemps. Il est parti là, avec quand il y a eu une poursuite avec Sophie Chiasson. Et il est revenu il y a quelques années à Choix. Le propriétaire a changé entre-temps aussi, là, qu'il faut dire. Et la station allait bien. Là. Je pense que ça allait bien. Les codes d'écoute sont là. Tout est là. Choix va bien avec Jeff Fillion. Il paraît qu'ils ne se sont pas entendus sur les contrats qu'ils voulaient signer ensemble. Est-ce que c'est la vraie raison? Je ne sais pas, mais je pense que ça avait l'air sincère. J'ai écouté l'extrait de Jeff Fillion qui a parlé directement à la radio quand il a annoncé qu'il ne renouvelait pas son contrat. Il n'a pas dit que c'était lui qui ne renouvelait pas. Il a dit que c'était Choix qui ne voulait pas aller acquiescer à ses demandes à lui. Donc, on comprend qu'ils ne se sont juste pas entendus dans les demandes, soit le salaire, soit peu importe les façons de travailler. Il y a peut-être plusieurs points qui ne se sont pas entendus. Mais il reste à savoir qu'est-ce qui va devenir de Choix FM. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'ils vont changer la vocation? Est-ce que ça va changer de propriétaire? Parce que ça serait à vendre quand même. Il y a des comment je dirais ça? Là? Il y a des gens qui parlent de ça. Il y a des rumeurs qui disent que Québécois serait peut-être acheteur de Choix. Ça deviendrait peut-être la raison pourquoi Fillion n'aurait pas été renouvelé. C'est peut-être une bonne excuse qu'ils ont donnée là, de dire ben il veut ça, il donne pas, puis je suis à t'en aller. Ça fait quand même spécial d'une station comme ça qui vit principalement de Jeff Fillion. C'est lui qui est pas mal la locomotive de la station. Et c'est de voir ce que les autres vont faire également, parce qu'il y a une machine alentour de ça. Il y a des gens qui sont greffés, il y a des gens qui sont, comment je dirais bien, là, qui sont bien à Choix parce que Jeff Fillion est là, puis le trafic est amené, puis les autres profitent de ce trafic-là. Est-ce que ça sera pareil suite au départ de Jeff Fillion? Est-ce que Jeff Fillion va s'en aller dans une autre station? Ça reste à voir. Je sais pas si quelqu'un va mettre ses culottes pour essayer de le signer puis de lui donner un peu ce qu'il veut. Ou si Jeff Fillion veut simplement s'en aller dans ses studios à lui de Radio Pirate et faire la radio un peu comme il veut le faire, de la façon avec la liberté totale, parce qu'il n'y a pas de boss, autrement dit. C'est lui le boss de Radio Pirate. C'est lui qui met en onde qu'est-ce qu'il veut dire. Et c'est beaucoup moins géré au niveau du CRTC de ce côté-là. Et il peut dire un peu ce qu'il veut, donner son opinion complètement librement. Le web fait beaucoup de ça, les podcasts. Il a plusieurs podcasts en marche aussi. Fait que c'est probablement l'avenue qu'il va emprunter, à moins qu'il se fasse offrir quelque chose. Mais il reste que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même quelque chose qui va disparaître du programme si jamais il ne revient pas. Tu sais, André Arthur qui n'est plus là, Jeff Fillion qui n'est plus là, il va rester Dom Moret qui est quand même un peu à contre-courant quand même, qui est capable de donner ses opinions. Mais est-ce qu'on s'en va vers toutes des stations qui vont dire la même chose, qui vont lire le même fil de presse, qui vont copier un et l'autre? Qu'est-ce qui va se dire, autant à la radio, dans les journaux, sur le web, au niveau des plateformes du Québec, là, des journaux puis des médias. Ça reste à voir. Je ne sais pas comment est-ce que ça va virer, mais ça semble pas très bien pour l'instant, à moins, comme je dis, qu'on ait des choses qu'on ne connaît pas ou qui ne seront pas divulguées avant la fin du contrat de Jeff Fillion. Donc, on a vu le Gravel dans le retour là, qui est parti de Choix l'année passée et qui est tourné vers la station de Leclerc Communication, les Leclerc qui ont engagé Gravel. Est-ce que ça serait dans les cartes des Leclerc d'aller chercher Fillion et de ramener Fillion dans leur giron à eux? Avec Gravel encore, on pourrait recopier la station Choix FM. Je sais pas. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer, mais à date, je pense que le contrat se termine officiellement au mois d'août. Dans les médias, le communiqué de presse qui est sorti de Radio-Nord dit que Fillion sera encore en ondes quelques semaines. Quelques semaines, qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce qu'ils vont le sortir plus rapidement que prévu? Faire une annonce plus rapidement que prévu? Je sais pas. On va voir, mais je serais pas surpris qu'il y aurait une autre station qui serait intéressée. Exemple, les Leclerc, là. Ça serait peut-être un bon move pour mettre leur station peut-être un peu sur la carte, puis d'amener des annonceurs un peu plus payants, puis de grossir cette machine-là qu'ils ont. Je pense qu'ils ont le potentiel, puis ils ont l'ouverture probablement. Je pense bien qu'ils ont une ouverture plus que du côté de Québécois ou d'autres, de Bell. Bell avec Filion. Bon, la chicane avait pogné à un moment donné. Là, je me souviens plus c'était quoi qu'est-ce qui s'était passé en ondes. Là. Il y avait lâché un commentaire, puis les gens n'étaient pas contents. Ils l'ont tout de suite sorti d'onde le lendemain, je pense. C'était. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Moi, que je sois d'accord ou non avec les opinions que les gens donnent, je pense que les gens ont le droit de donner leur opinion, tout simplement. Je pense que on ne devrait pas critiquer d'une façon folle les gens qui osent donner leur opinion. Je pense au contraire que ce sont des gens qui posent des questions, qui veulent avoir des réponses, qui osent parler, alors que plein d'autres pensent la même chose, mais qui ne le disent pas, tout simplement. C'est le fun d'avoir des radios toutes pareilles. Je pense à Montréal, remarqué que ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté non plus la radio de Montréal, mais de ce qu'on en sait, c'est pas mal tout pareil. Dans la région de Montréal, la radio est quasiment du copier-coller. C'est soit des humoristes ou des animateurs connus qui sont là et qui font de la radio avec. Ils sont une équipe de 3, 4, 5 en même temps. Et c'est pas. On veut pas attaquer personne, on veut pas placoter de quelqu'un, on veut pas faire mal à quelqu'un. C'est tout ensemble, cette gang-là. Peu importe dans quelle station ils sont. Et comme je dis, peu importe aussi dans quels médias ils sont, que ce soit à la radio, dans les journaux, à la TV, c'est des gens qui ont quasiment juste une façon de penser, puis qui n'acceptent pas que quelqu'un d'autre ait une autre façon de penser, qui peut être aussi valide que la leur, parce que moi, la même chose, là, pour moi, je donne ma façon de penser présentement, mais quelqu'un qui pense pas comme moi, c'est pas un cave, puis je veux pas qu'il soit enfermé dans son sous-sol puis qu'il n'ait plus le droit de parler. Au contraire, c'est en parlant, c'est en posant des questions, en demandant des réponses que on fait des débats puis qu'on est capable de se faire une thèse, de se faire une théorie sur beaucoup, beaucoup de sujets. Quand je regarde des choses sur Internet, quand je regarde des choses à la radio, j'écoute des choses à la radio, quand je regarde des choses à la télévision, ben si je suis capable d'avoir plusieurs points de vue, je suis capable de faire mon opinion, ma propre opinion à moi. Si j'ai juste un point de vue que j'écoute, que je vois, que j'entends, ben oui, ok, je vais finir par la croire, cette théorie-là, parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va la challenger et qui va donner une autre façon de voir. Donc, je pense que le jugement est moins bon quand on a juste une vision d'un problème ou de n'importe quoi. Quand on a un problème, quand il y a une situation, exemple, deux personnes qui ne s'entendent pas, ben c'est sûr que si on a juste le côté d'une personne versus les deux, on n'a pas la même opinion au final. On n'aura pas le bon jugement au final si on a juste l'opinion de un versus l'opinion de l'autre. C'est ma façon de penser à moi, là. C'est bien propre à moi. Mais c'est Jeff Fillion, comme je dis, qu'on n'aime pas, ça amène des questions, ça amène des réflexions, ça amène un autre point de vue. Puis c'est pas toujours des points de vue de Jeff Fillion, là, faut faire attention. C'est beaucoup d'interviews avec d'autres professionnels, exemple des professionnels de la santé présentement, depuis la pandémie. Il y a énormément de questions qui se posent par Jeff Fillion qui ne sont pas répondues par le gouvernement, exemple. Mais à l'interne, des gens parlent et donnent des informations, mais ils ne veulent pas parler à micro ouvert ou en public. Ça pose un problème parce que justement, ils savent que s'ils parlent, la balance de la gang qui n'écoute qu'une seule voix dans l'histoire,
ben, ils vont le traiter de fou, il va se faire, j'allais dire, brûler sa place publique, là, mais c'est une façon de parler. Mais tu sais, les gens ne sont pas prêts à avoir des challenges, alors que quand on regarde justement chez nos voisins aux États-Unis, c'est l'inverse qui se passe. Plus les gens questionnent, plus ils sont aimés, plus ils amènent des façons différentes de voir les choses, ben ça fait ressortir le bon de tout le monde, d'avoir du challenge, d'avoir des ambitions, de poser des questions, de vouloir apprendre, de vouloir les bonnes réponses. Je pense que tout le monde grandit là-dedans. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va finir ce côté-là aussi. On va le savoir probablement cet été, à moins, comme j'ai dit, qu'il y aurait une annonce qui serait faite que Choix libérait Jeff Fillion avant la fin de son contrat pour peut-être passer à autre chose plus rapidement, éviter la mauvaise presse, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils vont abandonner Choix, qui n'écouteront plus Choix, etc. Il y a une chose qui est sûre, ça va probablement faire monter le nombre d'abonnés payants sur Radio Pirate, la radio de Jeff Fillion sur Internet. Probablement qu'il va voir un chiffre d'affaires augmenter vu la perte de ses ondes à Choix FM. Probablement qu'il a mesuré les choses et qu'il est capable de dire qu'il va compenser d'un bord. C'est peut-être pas une question d'argent non plus, ça peut être une question de qualité de vie aussi. Est-ce que sa qualité de vie va être meilleure s'il est tout seul dans ses affaires, qu'il peut faire son show de radio lui-même et qui ne dépend pas de personne? Ben, ça se peut aussi que ça pèse dans la balance dans ses choix. Donc, sans faire de jeu de mots. Donc, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je parle, si vous avez, comment je dirais bien ça, là, des idées que je pourrais élaborer avec vous autres, des sujets aussi au niveau de faire des podcasts live, j'ai l'intention éventuellement, assez prochainement, là, de commencer à faire ça. Peut-être avoir un invité, échanger, se poser des questions, justement, avoir des challenges. Et des fois, des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec nous. C'est ce qui est le fun. C'est ce qui est le fun d'être capable d'en débattre, d'être capable d'en parler. Je pense que c'est vraiment important. Puis c'est ce qui fait en sorte probablement qu'on peut changer d'opinion aussi sur un point de vue. C'est parce que l'autre va nous apporter une autre façon de voir, une autre façon, peut-être des points plus précis, moins précis, en tout cas. Et je pense que l'échange entre deux personnes qui ne pensent pas la même chose sera toujours bon dans la vie. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous reviens probablement dans les prochains jours, encore une fois, quand je vais avoir un petit peu de matériel pour faire un nouveau podcast. S'il sort de quoi dans les nouvelles, on va vous revenir assez rapidement. Mais vous ne vous gênez pas pour me donner des informations si vous voulez avoir des sujets que vous aimeriez que je traite, là, des questions, n'importe quoi, vous me rejoignez, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup et à la prochaine! Vendre votre propriété, c'est facile, mais la vendre au meilleur prix, c'est l'affaire de Mario Labrec et son équipe. Négociez dans les meilleures conditions et ne payez rien sans résultat. Pour votre vente résidentielle ou commerciale, pensez Mario Labrec, courtier immobilier Remax Accès et son équipe. mariolabrec.com